On va présenter rapidement ces clubs et un petit peu leur taille et leur région. Je dis rapidement parce qu'il ne faut pas trop qu'on s'attarde sur cette présentation-là, c'est la suite qui va être importante. Je vais débuter avec vous, Damien. Damien, donc vous êtes le président du RCCFM, Rhythmic Club du comté de Foix-Montgaillard. Petit club au pied des Pyrénées, entre Toulouse et l'Andorre, dans un bassin de vie plutôt rural. Quelques chiffres quand même pour le présenter. Bon, tout simplement, donc on est donc dans le département de l'Ariège, un tout petit département qui se situe donc au sud de l'Occitanie, territoire au pied des Pyrénées, secteur montagneux et peu peuplé, donc pas forcément toujours simple de rassembler et d'avoir le monde mobilisé pour s'occuper de l'activité de l'association. Néanmoins, on compense ce déficit par aussi beaucoup de chaleur humaine et c'est vrai que ça amène beaucoup de gaieté autour des praticables. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un tout petit club avec une employée qui est là donc depuis 20 ans, qui est cadre technique, donc Laurence Thomas, et qui réalise de belles performances avec en moyenne 70 licences dont elle s'occupe. 70 licences et quand même 15 gymnastes engagés pour les championnats de France. Oui, tout à fait. Donc quand même le ratio il est plutôt intéressant. Dans un podium et ma fille qui a été qui est sélectionnée dans la catégorie des on peut l'applaudir, hein, c'est sa minute. Merci. Merci. Merci Damien, on rentrera dans le détail dans quelques instants. Sylvie, à vos côtés, avec un double profil pour vous aujourd'hui, vous représentez le comité régional de Guyane et le club Graines d'Acrobates, né en 2005. On en a déjà beaucoup parlé depuis ce matin, de ce lien qui se crée grâce au club. Vous, c'est vraiment ce qui s'est passé quand vous avez créé ce club-là, c'était créer du lien sur votre territoire. Oui, bonjour. En effet, déjà pour rappeler, la Guyane, c'est un département français qui se situe en Amérique du Sud, entre le Brésil et le Suriname. Donc on n'est pas du tout une île, contrairement aux autres collègues domiens. Et du coup, c'est un territoire où il y a tout à construire. Donc lorsque je suis arrivée par le biais de mon métier de professeur d'éducation physique et sportive, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de jeunes à fort potentiel pour le sport, et notamment pour l'acrobatie. Et donc du coup, par le biais de mes missions de professeur et animateur de l'AS du collège, j'ai développé la gymnastique en les récupérant un petit peu dans la rue par rapport à leur représentation de l'acrobatie autour de la danse hip-hop. Et du coup, on a réussi à créer du lien avec eux pour pouvoir les amener dans l'association sportive du collège d'abord, et ensuite leur offrir la possibilité d'intégrer un club fédéral pour pouvoir leur offrir une diversité de pratiques qui correspondait à leur profil. Et c'est comme ça que progressivement on a créé l'association Graines d'Acrobates pour répondre à cette demande en partant de leur pratique de hip-hop, pour progressivement structurer l'acrobatie pour qu'ils puissent continuer à danser, mais en ayant des bases d'acrobatique pour pouvoir progresser et éventuellement intégrer la gamme, la GAF, et du coup participer à des grands événements comme l'Eurogym qui correspondait parfaitement à leur profil. Et c'est pour ça qu'en 2008, on a participé au premier Eurogym, et c'est à partir de là, je pense que tout s'est débloqué, puisque les jeunes ont compris que dans le milieu associatif, il y avait la possibilité de travailler, de gagner sa vie et de construire une famille aussi. Et puis voilà, après ça a pris son envol à partir de là. Aujourd'hui, c'est 5 salariés, donc 2 à temps plein et 280 licenciés. Je crois que vous refusez du monde. Oui, après nous, notre problématique, c'est vraiment les infrastructures, puisqu'il n'y a pas de salle. Et malgré nos efforts pour obtenir une salle, on a des grandes difficultés sur le plan politique. Et malgré ça, on a réussi à avoir un terrain de tennis. Donc quand on parlait de mutualiser les sports, nous, c'est ce qu'on a voulu faire dès le départ, c'est offrir du tennis et de la gym. Comme ça, on nous offrait une petite place dans le terrain de tennis. Bon, ça, c'est pas fait, mais on a quand même eu notre place dans le terrain de tennis et on a pu se développer. Et du coup, maintenant, on peut offrir de la gamme, de la GAF, du tumbling, du trampoline, de la team gym et toute la partie baby gym. Et voilà. Et on a encore plein d'autres projets de développement. Merci beaucoup pour cette présentation. Jacques Joseph, président du comité départemental d'Ille-et-Vilaine, président du club de Chartres de Bretagne, club un petit peu similaire en termes de licenciés. On tourne autour de 300, ouais, voilà. 300, 310, 296. Ça dépend des années, il n'y a pas de naissance.
Présentez-le nous rapidement, ce club. Alors le club de Chartres de Bretagne. Chartres de Bretagne a cette particularité d'avoir été accueillir dans les années 60 l'usine Citroën. 16 000 emplois à l'époque, 5 000 habitants. Imaginez la patente Citroën de l'époque qui se chiffrait en plusieurs dizaines de millions pour 5 000 habitants. Quand je suis arrivé professeur d'éducation physique à Chartres de Bretagne, je me dis c'est pas possible de voir des installations, d'avoir autant de puissance financière d'une commune et de ne pas avoir de gym là-dedans. Donc j'ai eu le projet de créer le club de gym, et d'y mettre une salle et d'y mettre de l'emploi. Ce qui est arrivé aujourd'hui, 40 ans après. Par contre, de 16 000 emplois, on est passé à moins de 5 000 et la puissance financière a fortement diminué. 300 licenciés, on essaye de se diversifier pour vivre, voire survivre quelquefois. Donc vous, ça a déjà commencé, cette diversification dont on parlait aussi tout à l'heure. On était contraints, on était descendu à un moment donné à 160 licences. Parce que aussi vous aviez perdu des encadrants, c'est un peu le nerf de la guerre. On avait commencé à se diversifier avec de la GAC, et puis les entraîneurs de GAC sont partis subitement au mois de juin sur un coup de tête, donc on a perdu une soixantaine de licences. Et financièrement, ça nous a mis un coup aussi. Ce qu'est la GAC ici. Et impossible de trouver quelqu'un pour reprendre le relais de la GAC. Donc obligé, on a perdu les garçons également, donc on essaye progressivement de remonter la pente. Aujourd'hui, on a quelques garçons. On en avait une vingtaine l'année dernière. L'entraîneur est parti. On en a une dizaine cette année. On a développé la team gym. On a développé une section d'adultes. On pourra en reparler après. Et du freestyle. Le tout, parce qu'on en parlait aussi tout à l'heure, en augmentant le prix de la licence. Vous y êtes déjà passé. Alors curieusement, oui, en augmentant, j'avais très peur quand on a augmenté les coûts de licence. On avait le choix, soit on augmentait un petit peu tous les ans, soit on tapait un grand coup fort et puis on essayait de stabiliser pendant plusieurs années. On a augmenté par des coûts de 30 €, 50 €. Et curieusement, alors je me disais on va en perdre à cause du coût de la licence, mais du coût de l'adhésion, pardon, mais je dis peut-être que la perte va être compensée avec le gain financier. Et curieusement, à chaque fois, on a augmenté de plus de 50 licences. Et du coup, on parlait de pédagogie tout à l'heure, vous avez expliqué à quoi correspondait cette augmentation du coût de la licence ? Alors le coût de la licence, c'était pour équilibrer financièrement... Mais c'est quelque chose qui a été expliqué, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on demandait de la pédagogie, d'expliquer aux gens bien évidemment, quoi servent l'argent qu'ils donnent en début d'année. Bien évidemment, oui. On a professionnalisé, il fallait payer les emplois. Effectivement, en assemblée générale, on explique tout. On a fait des courriers, on a fait... Et c'est bien passé. Hein. Et c'est bien passé. Comme quoi, c'est possible. Oui. Brigitte Caron, avec vous, on change un petit peu de dimension en termes de club. Vous êtes présidente de l'Albonnaise Franconville, 3e club d'Île-de-France avec plus de 950 licenciés. Vous êtes là depuis 6 ans, en tout cas vous le dirigez depuis 6 ans. Nombre de licenciés qui, chez vous aussi, a fortement augmenté. Ça vous a obligé à vous adapter assez vite. Comment vous avez fait ? Alors, je dirais qu'on a eu la chance, l'Albonnaise, c'est un club qui a 53 ans, donc qui était déjà bien implanté localement, sur un bassin où il y a quand même énormément d'associations, puisqu'il y a, je crois, plus de 280 associations rien que sur la ville. Mais la gym a toujours eu une place particulière, donc bien évidemment, avant que j'arrive. On a eu une augmentation, en fait, qu'on n'a pas forcément vu venir, puisque le club a stagné entre 300 et 400 et quelques pendant des années. Et puis... parce qu'on s'est diversifié, et je pense que ça a été vraiment l'origine, qu'on a eu envie de créer, de bouger, d'avancer, d'avoir un quart d'heure d'avance. Et ben, ça a fait une espèce de pompe en fait, de licenciés qui est arrivée sur différentes sections, puisque maintenant on a 9 sections, dont 4 ont été créées il y a moins de 5 ans. Donc vraiment, ça a fait un appel d'air important. Alors, on était déjà très contents, évidemment, mais après, rapidement, il faut s'adapter, parce qu'une fois qu'ils sont là, les licenciés, même on refuse du monde depuis 2 saisons, tout le monde n'est pas forcément prêt
En fait, ça soit les infrastructures, où là on n'a pas la main forcément dessus, même si on est proactif et avec une mairie qui est assez aidante. Mais même au sein des encadrants, faire recruter, faire évoluer en compétences, je dirais, le staff d'entraîneurs que l'on a, réussir à les convaincre à être transversaux, c'est-à-dire travailler sur plusieurs sections. On est, nous, un club qui fonctionne 7 jours sur 7, je dirais presque toute l'année. On a 15 jours de fermeture sur l'année, c'est tout. Donc c'est amener cette polyvalence, cette envie de connaître comment fonctionnent les autres, de se respecter, de travailler ensemble. Et puis également de mettre des cadres, parce que entre l'auberge espagnole de départ et aujourd'hui 21 salariés, plus de 40 entraîneurs, 50 juges, beaucoup de compétitions à l'extérieur, il faut modéliser un petit peu. Donc au départ c'est un petit peu violent. Et ça veut dire quoi justement mettre un cadre dans une association ? Alors on en Parce que parlait tout à l'heure, on parlait d'une évolution vers un modèle entreprise. Est-ce que ça ressemble à ça chez vous ? Tout à fait. En fait, c'est l'image que ça a eue et c'est aussi la crainte en disant on est une association, que ce soit au niveau des entraîneurs comme des parents. Donc la difficulté est de trouver un juste équilibre pour garder ce côté convivial que nous, on a très fort parce que les enfants de Franconville sont à Franconville. On a les parents, les grands-parents, les petits-enfants. Enfin, voilà, donc il y a une histoire qui est bien connu et qui est ancré, mais en même temps, c'est une question de survie, parce que si on ne maîtrise pas les budgets, si on ne développe pas certains outils qui permettent de faire gagner du temps, on parlait du temps investi par les bénévoles, des volontaires ou autres, c'est juste phénoménal. Donc si on n'utilise pas les outils d'aujourd'hui, c'est encore pire, mais les entraîneurs ne sont pas forcément, je dirais, formés, et c'est peut-être un sujet aussi, à ce club de demain qui a besoin de communiquer, de l'informatique, de plein de choses. Donc c'est passé par de la pédagogie, beaucoup de pédagogie, apprendre à utiliser Excel, savoir donner ses heures de travail, pouvoir respecter en temps et en heure les deadlines pour faire des bulletins de salaire, en fait, des choses basiques, inspirées évidemment du fonctionnement de l'entreprise. On a mis 3 ans, je dirais, où ça a été... alors c'est un peu violent, mais au forceps, c'est-à-dire que moi, j'ai pas lâché avec le sourire, mais j'ai pas lâché pour qu'aujourd'hui, ça soit quand même beaucoup plus fluide. Et que ça fonctionne, visiblement. On espère. Merci beaucoup pour cette présentation. Olivier Mine, on termine le tour de table, président bénévole depuis 6 ans du club Gym Lyon Métropole. Alors là, on passe encore un cap. Là, on est à 1700 licenciés, 21 salariés. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, 1700 licenciés. Oui, par contre, c'est le résultat d'une fusion. Donc, pour remettre bien les choses en place, Gym Lyon Métropole, c'est la fusion de 2 associations qui sont historiquement fortes, Chassieux et Lyon, et qui ont permis de créer ce grand club. Voilà, donc on est maintenant avec 21 salariés, à peu près 11 à 12 équivalents temps plein. C'est vrai que c'est une grosse machine. Ça nous a permis, dans un premier temps, de mutualiser pas mal les salariés. Ça reste quand même une difficulté pour toutes les associations de trouver des bouts de temps pour les entraîneurs. Le mercredi et le samedi sont toujours des journées énormes et très chargées. Donc le fait de mutualiser un petit peu tous ces salariés nous a permis d'entraîner sur les 2 sites, de créer des temps pleins complètement plutôt que de prendre plein de temps partiel. On a essayé de mutualiser aussi toute la partie administrative. On avait un club qui était déjà fortement structuré et donc qui avait ses bases, et un qui était un petit peu plus, on va dire, familial et qui surfait beaucoup sur les bénévoles. Et du coup, on se rendait compte qu'on avait quand même pas mal de difficultés à piloter la partie administrative. Donc le fait de fusionner ces 2 clubs, ça nous a permis de sécuriser un petit peu toute cette partie-là. Et voilà, donc... on a mis à peu près 3 ans. On a fait la fusion l'année dernière et maintenant on essaye de se stabiliser et de restructurer un petit peu de façon à devenir quelque chose de cohérent. Alors j'ai entendu plein de bonnes idées aujourd'hui et je suis bien content d'être venu pour ça. Voilà. Merci pour cette présentation. Alors on en a parlé depuis ce matin, c'est ressorti lors des états généraux territoriaux. L'un des principaux problème, oui, on dit comme ça, au quotidien, c'est bien sûr l'argent, le budget, le financement. Quels que soient les clubs, vous avez ce problème-là et ce besoin-là. Préoccupation centrale, trouver du budget dans un contexte où, bien on le sait, les subventions baissent. Comment on recherche des financements? Comment on en trouve? Damien Dallouz, notamment vous, dans une zone qui, vous l'avez dit, est rurale et dans un club qui est relativement petit par rapport aux copains qui sont avec vous sur cette scène.
force est de constater que la réalité économique des collectivités territoriales nous bouleverse. Nombre de mairies, de collectivités qui nous aidaient auparavant sont venus nous voir, ont anticipé les choses parce qu'ils ont vu les taux se resserrer, en nous disant on va continuer à vous accompagner, mais il faut voir les subventions à la baisse. Ça n'a pas été un moment très agréable parce qu'au moment où on suit l'équilibre financier de nos structures, et c'est pas si simple que ça, on s'est gratté la tête en disant mais comment on va faire, puisqu'on a quand même de l'emploi. Et c'est une drôle de responsabilité quand on est une association. Et je tiens à dire que quand on parle de similarité avec le monde de l'entreprise, quand on est une association, quand on embauche des gens, il faut s'en faire fort de ça. Parce qu'à partir du moment où on a un employé, on est dans le cadre, on navigue dans des eaux où on doit se comporter comme un chef d'établissement. Ça ne veut pas dire qu'on doit oublier les valeurs qu'on défend, les choses que l'on va dispenser dans nos cours auprès de l'enfance, mais ça veut dire qu'il faut se faire fort de cette responsabilité-là. Donc pour moi, quand on parle de conduite d'une structure, ce n'est pas un gros mot, même quand on gère une association. Par contre, ça bouleverse les fondements de notre schéma de pensée. Par ailleurs, donc, si je dois répondre à la question, parce qu'il y a une question qui est posée, j'ai la chance de pouvoir compter sur moult bénévoles, des volontaires, pour reprendre le mot qui est tout à fait très bien utilisé. J'ai des volontaires qui se dépensent corps et âme dans l'association pour monter des animations, des lotos, des vide-greniers. On fait un gala tous les ans. On est dans une attitude vis-à-vis donc, des collectivités que l'on peut côtoyer pour proposer du service. Donc on va voir des écoles, on va voir des Donc des choses que vous, comme disait Bernard Mselem, oui, que vous facturez potentiellement Tout à fait, oui. On monte des programmes, ça peut être par exemple vis-à-vis d'une école privée, intervenir sous forme de 10 séances pour monter un spectacle. Là, au mois de mars, justement, on est en train de le proposer dans une école privée. Mais ça peut être tout à fait d'autres pratiques. Voilà. Donc on se diversifie, on essaye de proposer de nouveaux services qui n'existaient pas jusqu'alors. Donc vous trouvez parfois du budget, vous avez des idées. Oui. Au niveau des encadrants, vous avez du mal à en trouver, à les former aussi pour qu'ils puissent encadrer correctement vos séances. Ce n'est pas ma difficulté. Voilà. Après, c'est vrai que, comme je dis, j'ai la chance de pouvoir compter sur... Alors, c'est peut-être le territoire qui fait ça, c'est peut-être le mouvement qui s'est créé dans mon club. J'aurais du mal à le définir. Mais c'est vrai qu'on a une équipe de parents, de volontaires qui s'investissent, qui veulent s'intéresser à la dynamique du club. Et qui restent suffisamment longtemps ? Parce que oui. Souvent on le dit, l'enfant fait de la gym, les parents s'impliquent, puis quand l'enfant s'arrête, les parents aussi. Et du coup, il y a un turnover qui est important. Chez vous, vous arrivez à fidéliser vos encadrants ? Disons qu'on a une fidélisation de ces encadrants. On a des gens qui sont là depuis avant même le cadre technique, depuis 30 ans dans l'association, qui s'investissent même au-delà du club et du département, puisque ma compagne est élue technique régionale, donc qui est en charge de la gymnastique rythmique, à savoir qu'on est aussi monodisciplinaire. Je ne l'avais pas présenté aussi, donc on ne fait que de la gymnastique rythmique. Donc on a cette chance de pouvoir compter sur ces volontaires. Jusqu'à quand ? Je pense que c'est la question qu'il faut se poser, et comment on arrive à les rassembler dans et autour du club. Je pense que la réflexion, parce qu'on compte beaucoup sur ces volontaires-là aujourd'hui dans les structures, c'est une vraie réflexion à mener, parce que c'est la différence que l'on a avec les entreprises. Ça, par contre, c'est une différence notable. Jacques-Joseph, sur la formation des encadrants notamment, on manque de cadres, ça vous me l'avez dit. Comment on fait évoluer du coup les choses dans ce domaine ? Trouver des cadres, ça se trouve pas sous la patte d'un cheval, et en plus ceux qu'on a ne sont pas polyvalents. Quand on cherche à se développer, si on veut faire du freestyle, c'est pas notre entraîneur qui est depuis 30 ans à faire de la gaffe, à présenter des gymnastes jusqu'au meilleur niveau, qui se disent du jour au lendemain, oh bah oui, moi je vais faire du freestyle. Il faut les trouver, ils sont pas formés, et c'est vraiment le hasard, c'est le bénévole qui vient, qui a fait un peu il a fait du foot gaélique, je crois, le mien,
Et donc il s'intéresse un petit peu à l'animation et puis il dit ben, le freestyle ça m'intéresse. Il a un gamin qui est de cet âge-là, de 12 ans, 13 ans. 12-13 ans qui s'intéresse au freestyle, donc ça passe comme ça. Et on a eu une expérience... Ça reste très précaire, quoi. Pardon ? Ça reste très précaire, du coup. Ça reste très précaire. On a eu une expérience au niveau du comité départemental. On a essayé, avec l'aide de la fédération d'ailleurs, de développer la petite enfance, notamment dans des secteurs... on avait fait une étude entre le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine. Il y avait plus de 330 000 habitants et pas une seule licence. Pas une seule licence de la fédération sur 330 000 habitants. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Donc il y avait quand même des localités de 10 000, 15 000 habitants. Et on avait établi un projet avec le Morbihan pour développer les activités dans le secteur. On avait les salles, on avait les enfants, on avait le matériel, on n'a jamais trouvé le cadre. Et pourtant, il y a des gens de la fédération qui sont venus nous aider, qui ont fait un stage de formation de cadre Baby Gym sur un office des sports qui comptait 10 employés à temps complet sur un petit secteur. J'ai découvert ça, 10, alors ils faisaient du volley, du handball, du judo, plein de choses, mais pas de la gym. Et on n'a jamais trouvé le cadre. Et on ne le trouve toujours pas. Donc c'est un vrai problème, un vrai frein pour le développement. Sylvie Dalfraz, votre club, vous, se professionnalise. Comment ça se passe ? Oui, alors c'était un peu la politique du club en l'ouvrant. Il faut professionnaliser en identifiant des jeunes de Guyane, en fait, des locaux, qui auraient ce profil d'animateur et qui pourront prendre la suite au niveau professionnel et du coup pouvoir se dégager un petit peu, nous en tant que bénévoles, des entraînements. Donc du coup on a mis en place avec l'équipe de la formation de la Fédé des plans individuels de formation adaptés pour qu'on puisse arriver à avoir au minimum un CQP, puis ensuite un BP, en parallèle les diplômes fédéraux d'animateurs, moniteurs, entraîneurs. Et maintenant, de pouvoir les laisser un peu tout seuls sur les entraînements, même si à la base, eux, ils n'ont pas le vécu gymnique parce qu'ils ont commencé la gym au collège, donc très tard, et avec leur début, c'était la danse. Donc la gym est arrivée très tard, et maintenant, nos prochains professionnels, ils auront un vécu gymnique un peu plus important. Mais donc, du coup, on en a parce qu'ils sont d'ici, donc ils vont rester. Mais on n'est pas à l'abri non plus qu'un jour, ils souhaitent partir. Les autres freins, au-delà du budget, du financement, parfois du manque d'encadrants, c'est les manques d'équipement dans certaines zones. Manque d'équipement et aussi situation géographique. Damien, c'est un peu votre cas. Tout à l'heure, Bernard Amsalem parlait de mutualisation, de regroupement. Quelle est votre réaction par rapport à ça ? Est-ce que c'est envisageable ? On évoquait l'Alsace. Est-ce que c'est envisageable chez vous ? Mais justement, c'est une réflexion que j'étais en train de me faire lorsque j'entendais l'intervention de mon voisin. En Ariège, peu de salles disponibles, ou alors disséminées un petit peu partout dans le département. Donc ce besoin de faire appel à plusieurs communes pour pouvoir dispenser les cours sur différents créneaux. Donc la recherche de créneaux et de gymnases dans lesquels on peut travailler, elle est essentielle, elle n'est pas simple, elle est même très compliquée. On se bataille des fois pour des quarts d'heure, mais bon, après, les relations sont très bonnes avec les autres associations, et notamment avec d'autres associations de gym. Et je tiens à le souligner, c'est vrai qu'en Ariège, on a cette chance d'avoir vraiment une coopération, et c'est cette coopération aujourd'hui qui nous permet d'accueillir une compétition de gymnastique rythmique au mois de mai à Pamiers. Donc c'est vrai que c'est un élément très fort. Et pour rebondir aussi sur le propos de Sylvie, je pense que dans les attentes des clubs, ce besoin de formation, il est vraiment primordial. C'est vrai que on a des difficultés pour trouver des cadres, mais quand on a des jeunes qui veulent se lancer, pour trouver une formation, pour pouvoir les amener vraiment vers ce niveau d'animation, d'accueil des gymnastes, il faut qu'on ait une formation qui soit pas forcément trop loin, avec une proximité, avec des horaires et des dates, une période qui puisse aller aux volontaires, parce que c'est ça aussi. Donc c'est vrai que c'est vraiment le point le plus important, je pense. Une réaction de Jacques-Joseph, rapidement.
Oui, je voulais juste préciser qu'on trouvait des salles dans le milieu rural, là où il y a peu de choses qui se passent, mais dans le milieu urbain, c'est la crise, hein. Faut pas rêver. En Bretagne, on est comme ailleurs. Brigitte, Olivier, c'est des soucis auxquels vous êtes confrontés, ça, le problème d'infrastructure? Alors, nous, on est en périphérie de Paris, donc on est plutôt bien nantis. Je crois que les clubs parisiens, pour eux, c'est vraiment quelque chose d'excessivement complexe. Quand on se rend compte, j'ai vraiment une pensée pour vous. Nous, on a la chance d'avoir une mairie, comme je vous l'ai dit, qui nous suit. Et Franconville était, il y a 30 ans, en tout cas par son maire, sur un plan de développement des structures sportives. Nous, avec la croissance des adhérents, on a juste réussi à piquer des gymnases aux autres. Alors, j'ai ça entre guillemets, mais c'est vrai que ça a été, nous, notre combat. Aujourd'hui, on a doublé la surface, puisqu'on a récupéré, mais dans la même structure, donc c'est pratique. On n'a pas besoin de se déplacer géographiquement. On a doublé, on a récupéré un COSEC, tout simplement. Et puis, on est sur un plan d'agrandissement pour tripler d'ici 5 ans. Et parce qu'on a quand même, je dirais, la mairie qui nous suit. Voilà, c'est notre chance. Mais c'est l'avantage, en fait, c'est ce qui permet à des multiplications ensuite des licenciés ou adhérents, quelles que soient les formes que ça prendra. C'est qu'à partir du moment où on peut avoir des espaces dédiés pour des pratiques un peu particulières, que ce soit la petite enfance, qui aujourd'hui est quand même le nerf de la guerre, hein, toutes les pratiques de loisirs permettent de faire rentrer de l'argent et d'avoir un modèle économique qui tient la route par rapport au niveau dont on va parler. Mais avoir un espace dédié petite enfance, c'est royal pour pas avoir besoin de refaire. Accueillir du freestyle, c'est pas possible dans une salle qui est trop petite parce que ce sont vraiment des pratiques très différentes. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Et quand on a la chance de pouvoir travailler sur la structure, après le reste, ça suit assez facilement, je dirais. Vous avez évoqué le haut niveau, on va y venir. Votre club est dans le top 12. C'est valorisant, c'est aussi une grosse pression supplémentaire pour vous. Faire du haut niveau, comme vous le dites, c'est pas si évident finalement. Alors, c'est pas évident, puis ça se fait pas du jour au lendemain. Je pense qu'il y a une histoire, et là aussi, le club a déjà cette culture du haut niveau. Pour moi, je préfère dire que c'est quand même quelque chose de très positif. Donc hier, on était aussi ensemble sur les journées du top 12 avec la fédération. Bien sûr, c'est contraignant, c'est très stressant de par les résultats, évidemment, à maintenir. C'est stressant parce qu'il faut financer cette pratique est excessivement coûteuse. C'est stressant parce qu'aujourd'hui, on a une pression supplémentaire par rapport à la notion de club formateur ou de club de recrutement top 12, mais c'est excessivement stimulant. C'est aussi, je dirais, intellectuellement intéressant parce qu'on doit justement équilibrer la pratique loisir et du haut niveau pour que dans les clubs, les adhérents ne se sentent pas à part parce qu'ils ne pratiquent pas du haut niveau et qu'ils ne sont pas toujours sur l'affiche, on va dire. Et donc c'est ça, je dirais, la pédagogie aussi des adhérents, des parents, des adhérents et des entraîneurs qui ne veulent pas non plus voir qu'il n'y en a que pour le top 12. Et puis, c'est aller chercher des financements, donner de la visibilité, créer de la communication. Nous, aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'on est dans le top 12 et on voit quand même une vraie progression. D'abord, là aussi, on a acquis des réflexes d'organisation qui nous permettent de gagner du temps, d'avoir beaucoup plus de spectateurs, parce qu'il n'y a vraiment rien d'évident. Non pas encore d'être équilibré financièrement, mais c'est quand même un très beau moteur aussi pour nos jeunes gymnastes. Je sais que nous, comme je vous ai dit, on a une culture quand même interne au club, un peu familiale. Les petits jeunes, quand ils peuvent toucher la main ou voir s'entraîner ceux du top 12, c'est excessivement motivant. Et c'est comme ça qu'on peut les fidéliser, je suppose. Vous avez l'air de plutôt bien gérer ce top 12. C'est le cas de tous les clubs ou c'est parfois plus compliqué? Alors, je pense que ça peut être difficile. Et après, c'est un choix stratégique. Hein, et je pense que mon collègue de Lyon en discutait en aparté tout à l'heure. C'est un choix. Parce que ça implique évidemment des concessions ou des structurations. Moi, aujourd'hui, il y a des clubs qui sont sortis et ils ont sûrement des bonnes raisons de le faire, que ce soit financièrement ou parce que justement, il y avait d'autres choix qui se proposaient à eux. On est au top 12, on n'est pas sûr d'y rester non plus, tous, parce qu'on navigue un petit peu à vue. On sait que les subventions, chaque année, on repart un peu avec une feuille blanche, et il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, en dehors, je dirais, du projet sportif et de ce qui brille, il faut se dire qu'on peut être à tout moment éjecté, entre guillemets, et la partie, je dirais, de club formateur qui est liée, qui est, à mon avis, légitime et bien, ça implique aussi beaucoup de structuration au niveau médical, au niveau plein de choses, qu'on n'est pas forcément, même si on a envie, staffé pour le faire ou les opportunités pour le faire.
D'où peut-être un principe de mutualisation dont on parlait tout à l'heure éventuellement. Olivier Mine, une réaction là-dessus, vous vous sentez armé, vous, dans votre club, pour amener des enfants, des jeunes au plus haut niveau? Oui, je vais juste revenir là. C'est vrai que c'est vraiment un choix, je pense, stratégique de chaque association. On a toujours le secteur animation qui reste le moteur financier des associations. Maintenant, après, essayer de faire du top 12, club formateur, enfin faire toute la partie compétitive de A à Z, je pense que ça devient risqué financièrement et on est obligé de faire des choix. Donc le top 12, oui, c'est vraiment une belle vitrine, mais bon, nous, on a fait une réflexion et c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on souhaite faire dans l'immédiat parce qu'on saurait pas le gérer financièrement. Voilà. Et les retours, on ne les voit pas forcément immédiats. Peut-être qu'au bout de 5 ans, oui, avec une récurrence, on peut peut-être avoir des belles retombées. Mais c'est vrai que bon, il faut penser aussi à la structure financière de l'association et il faut qu'on alimente. Il faut qu'on vive avec la partie animation qui reste la priorité. Et bon, on parlait de la structuration, on va dire. Est-ce qu'on est prêt pour envoyer des gens vers le haut niveau ? Nous, notre philosophie, c'est aussi d'être plutôt un club de détection. On essaye de faire monter les jeunes. On n'a pas la prétention de faire du haut niveau. On n'est pas capable de le faire. On n'a pas surtout le temps pour le faire. Donc, je dirais, c'est même pas une préparation. Nous, on va inciter les gens et on va les préparer. Les enfants et les parents, parce que c'est pas simple non plus d'expliquer à un parent qu'un gamin il va passer de 1 heure par semaine à 25, alors que tous les autres sports ils sont dans le haut niveau avec 10 heures par semaine. Donc ça déjà il faut préparer les enfants, il faut préparer les parents, ça se fait graduellement et voilà ce que nous on peut amener pour amener les gens vers le haut niveau. Les structures qui sont vraiment dédiées pour ça, pour nous ça reste les pôles et notre objectif c'est de pousser les enfants vers les pôles, si possible plus tôt. On voit qu'on a quand même des écarts avec les autres nations, mais voilà comment on peut le faire. Maintenant, est-ce qu'on est bien armé ? Nous, on a la chance d'avoir des entraîneurs qui ont vraiment cette envie. Le fait d'avoir fait une fusion, on a pu mutualiser pas mal et créer des équipes. Je me mets à la place des petits clubs où juste avant la fusion, on avait du mal à faire une équipe 10-11 ans parce qu'on n'avait pas des jeunes du même niveau. Là, on a réussi à mettre une dynamique et à créer beaucoup plus d'équipes et c'est vrai que c'était plutôt moteur pour, on va dire, pousser les jeunes vers le haut niveau. Mais bon, je répète, ça reste le pôle, à mon avis, la structure la mieux adaptée. La solution, on n'arrive pas à avoir les créneaux et on n'a pas les moyens pour faire ça. Voilà. Justement, dans des clubs de moindre importance, je donne la parole à Sylvie, augmenter ce niveau, aller chercher des performances, ça reste un objectif pour vous quand même ? Oui, c'est un objectif, je pense, pour la plupart des clubs, d'essayer de faire sortir des talents de leur territoire. Après, ça a un coût. Et bon, pour l'instant, nous, on est plus dans de la structuration, dans du développement. Si on a le potentiel d'arriver vers du haut niveau, on va y aller, évidemment. On a eu des performances en tumbling. On a des performances en tumbling et on voit bien qu'à partir du moment où on a un enfant qui performe, ça entraîne quand même un vivier derrière qui peut performer aussi. Donc oui, c'est un objectif, mais on ne mise pas tout sur le haut niveau parce qu'on a tellement d'autres enfants que... C'est plus important que tout le monde s'épanouisse dans l'activité et arrive à son meilleur niveau sans pour autant être le meilleur niveau. Merci pour cette réflexion. Alors ce club de demain, on y vient et on va voir ce que vous déjà vous avez mis en œuvre, mis en place, réfléchi pour ne pas être en retard sur ce sujet. Horizon 2030, Damien Dalouse, j'imagine qu'au quotidien ça vous paraît peut-être un peu lointain. Pourtant vous avez déjà une démarche innovante. Bon, déjà, 2030, ça paraît bien loin, mais je pense qu'il y a une valeur qu'on partage tous, petits clubs et grands clubs, c'est la notion de projet. Et je pense que cette valeur, elle est fondamentale si on veut asseoir les bases d'un travail pérenne. On en discutait il n'y a pas plus aussi longtemps que ça avec Hervé Andanson, le président du comité départemental de la Haute-Garonne, parce qu'il voit la similitude entre notre discipline, la gymnastique, et l'aéronautique dans laquelle il travaille. Et c'est vrai qu'il a cette faculté à pouvoir travailler sur cette notion de projet. Et cette notion de projet, elle oblige de se projeter et de définir un avenir. Alors, il est plus ou moins incertain. Et en ce moment, c'est vrai que l'environnement nous pousse à croire que il va être de plus en plus flou. Alors, 2030, ça nous paraît, à nous, club, vraiment très loin.
Pour autant, quand on construit un projet sur 3 ans, 5 ans, et c'est le travail, je pense, que l'on mène avec les États généraux, et donc je remercie les gens qui ont contribué à ce travail-là, c'est apporter de la visibilité aux gens. Et je pense aussi, c'est ce qui a rassuré tout le monde dans mon club, c'est que je suis arrivé avec, je ne sais pas clairement de quoi demain sera fait, mais en tout cas, ce que je veux faire, c'est ça. Et en arrivant avec cette vision-là, ça a permis d'asseoir les bases de la conduite de la structure. Et donc ça a été le premier travail à réaliser. Et dans cette démarche-là, vous avez des attentes, justement, vis-à-vis de votre fédération ? Alors, si je devais formuler, pardon, parce que les si n'aiment pas les ré, quelqu'un me reprend souvent sur ce fait-là, si je devais formuler donc, des attentes, et quoique si on formule des attentes, les gens devraient avoir aussi des attentes vis-à-vis de nous, mais si je devais formuler des attentes, c'est de dire on a besoin de promotion, d'être vu, d'être compris et de faire comprendre aux gens à quoi on sert, quelle est notre utilité. Parce qu'à notre dimension, nous, club, on propose nos cours. Les gens nous voient, parce qu'on passe dans les journaux, on voit bien qu'on a des résultats, mais qu'est-ce qu'on propose aux personnes qui vont venir nous voir ? Et comment est-ce qu'on peut toucher de nouveaux publics ? Là, l'enjeu est primordial à mon sens, parce que c'est ce qui va nous permettre demain de fonctionner. Et c'est un véritable enjeu pour les clubs parce qu'ils sont désarmés. Bien souvent, en fait, c'est ce qui pêche dans les clubs, c'est la communication. C'est comment je me fais percevoir et comment est-ce que je peux ramener de nouveaux publics dans mon association. Et donc de nouveaux sponsors éventuellement, parce qu'on est toujours sur le même sujet. Sylvie Dalphas, c'est un peu votre volonté aussi, qu'on parle un peu plus de vous, en tout cas que peut-être aussi vos licenciés sachent qu'ils sont licenciés à la Fédération française de gym. Oui, c'est vrai que en Guyane, c'est un petit peu particulier parce qu'il y a vraiment tout à construire dans la représentation de l'association et de la fédération. Alors pour eux, la fédération, je parle des jeunes qui sont même salariés, qui ont suivi le cursus depuis 10 ans, ça ne leur parle pas du tout. Ils n'arrivent pas à intégrer qu'est-ce que représente la Fédération française pour eux. Il n'y a pas assez de visuels, même si on reçoit les banderoles et que les banderoles sont affichées dans le pseudo-gymnase, ils aimeraient un petit peu plus de retour de la part de la fédération sur des gadgets. C'est des trucs tout simples, mais un stylo, une clé USB, un t-shirt, tout c'est à l'effigie de la FFG où ils peuvent partir, prendre l'avion avec leur t-shirt FFG. Ils voient bien les autres délégations, parfois le foot, où on voyage souvent en même temps, parce que souvent les championnats de France se font à peu près les mêmes week-ends de l'année. Et du coup, on se retrouve dans les avions avec la grosse équipe de foot, écrit en gros Fédération française de foot, et ils nous demandent pourquoi eux, ils n'ont pas cet équipement. Alors on pourrait mettre les moyens dessus, mais on aimerait aussi que la fédération fasse le retour sur ça, pour nous inciter aussi à investir sur ces gadgets-là pour eux, quoi. Donc voilà, moi, c'est une petite remarque de reconnaissance de et de visibilité pour créer, mais c'est important, ce sentiment d'appartenance qui fait qu'à un moment, on accepte de payer sa licence, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi. Vous vouliez ajouter quelque chose, Damien ? Non ? Non, juste, okay. Je suis d'accord avec vous, il y a ce besoin d'appartenance. C'était justement une question de dire à la fédération quel est son but, c'est de fédérer, c'est de rassembler et de promouvoir notre activité. Enfin, après, je ne tiens pas la définition exacte, je n'ai pas cette prétention-là, mais en tout cas, moi, c'est ce que je vois en étant donc derrière cette fédération, c'est de faire partie d'un tout. Et c'est ce qui a été prononcé au niveau de l'Occitanie durant les États généraux, c'est de ramener un petit peu ce sens-là, au-delà de l'existence du club. Sylvie, je vous redonne le micro. On a des attentes vis-à-vis de la fédération. On imagine que la fédération a des attentes aussi vis-à-vis de ses clubs. Vous travaillez sur ce club Horizon 2030 déjà ? Oui, pour moi, contrairement à Damien, 2030 c'est demain, parce que ça fait déjà 20 ans que je suis en Guyane, j'ai pas vu passer les 20 ans, et 2030 c'est dans 10 ans. Et on est déjà en train de se dire que là, on a déjà vu l'évolution entre 2005 et 2020, donc 15 ans après la création du club. Je me retrouve vraiment dans le rôle d'un chef d'entreprise. J'ai vraiment cette sensation de passer plus de temps dans mon rôle de dirigeant que dans mon métier de professeur de PS, en fait. Et maintenant que j'ai des salariés, maintenant que je suis partie dans cette politique de professionnalisation, je me rends compte que maintenant j'ai encore plus de
stress à avoir parce qu'il faut que je maintienne et pérennise cet emploi pour ces jeunes que j'ai engagés dans ça. Je me sens responsable. Et donc du coup, là, on est obligé d'aller taper à la porte des structures de handicap parce qu'on peut facturer des séances pour le handicap et on va être dans cette démarche de taper à la porte même des entreprises pour préparer peut-être la gym santé. On fait que ça en fait. Et là, j'ai l'impression de faire que ça, chercher comment boucler mon budget pour payer mes salariés et puis pour aussi continuer à faire mes actions qui vont créer mon club de demain aussi, c'est-à-dire participer à des événements, des championnats, mais aussi des événements internationaux. Et donc quand on part de Guyane pour aller participer à un Eurogym ou à un Gymnastrada, c'est 50 000, 60 000 euros qu'il faut trouver. Donc du coup, on est tout le temps dans la recherche de l'argent et dans les actions, comme pour vous, tombola, kermesse, spectacle. En fait, on démarche tout le temps. Vous êtes commercial. J'ai l'impression que je suis commerciale de plus en plus. Professeur d'EPS, présidente de club et maman aussi, parce que ça prend du temps. Brigitte Caron, quels sont vos liens ? On va vous donner la parole dans quelques instants. J'entends des bruissements, il y aura des questions, j'en suis sûre. Quels sont vos liens à vous, club, avec cette fédération ? Alors je dirais qu'il y a 2 temps, et je parle que de mon histoire à moi, depuis les 6 ans où j'ai des responsabilités. Je pense que le déclic a été fait au moment de l'entrée au top 12, où là, ça a ouvert un petit peu les portes, où ça a facilité les échanges. Avant ça, alors la faute à qui, je ne sais pas, nous, parce qu'on n'a pas le temps. Au quotidien, dans les clubs, on gère déjà vraiment le quart d'heure qui vient. Donc s'intéresser à ce que fait la Fédé, avoir le temps d'aller creuser ou d'aller en contact, chercher, on ne le fait pas. Clairement, on ne le fait pas. Donc si la Fédé fait l'effort de venir, on les accueille et on est réceptif par rapport à ça. Mais autrement, on n'a pas le temps. Après, à travers ce top 12, donc on a été invité, on a participé à d'autres niveaux, à des réunions et autres. Donc ça, obligatoirement, ça permet de connaître, de mettre des visages sur des noms et de faciliter des choses. Nous, comme je vous l'ai dit, dans la démarche de diversification, on a été aussi proactifs par rapport aux nouvelles disciplines qui étaient proposées par la fédération. Et là aussi, ça permet de faciliter les échanges et de voir. Moi, je dirais qu'on l'utilise beaucoup, et c'est pas un joli mot, mais c'est ça, pour la formation, parce qu'on a vraiment une démarche de formation qui est forte. On a investi beaucoup au niveau du budget dans la formation de nos cadres, depuis les animateurs, les juges, jusqu'au DE. Donc là, bien sûr, c'est un support très fort et incontournable. Sur la partie marketing, communication, visibilité, budget, il n'y a pas d'aide, ça redescend jamais. On alimente, mais ça redescend pas dans l'autre sens. En termes d'appartenance de la fédération, nous, on a beaucoup de compétiteurs, donc je pense que la compréhension de la fédération est plus facile auprès des parents comme des jeunes. Mais il n'y a pas non plus une visibilité autre. Après, c'est à nous de faire de la pédagogie, mais c'est trouver du temps pour le faire et peut-être optimiser les moyens, choisir les bons leviers qui permettent de démultiplier les résultats en fait de travers ces échanges. Alors vous dites ça ne redescend jamais, si ça redescend un petit peu là. Les états généraux voilà, ont exactement. aidé quand même. Olivier Mine, d'ailleurs, ces états généraux territoriaux, vous les avez plutôt appréciés, dites-nous pourquoi. Oui, moi j'ai vraiment apprécié. Alors c'est vrai que j'avais plus une vision en tant que bénévole sur le club, on n'avait pas forcément une vision générale. Donc la première partie qu'on a faite sur Lyon était pour moi alors, déjà très intéressante dans le sens où on a rencontré plein de présidents, avec des présidents complètement différents, avec des structures complètement différentes. Donc ça déjà c'était très enrichissant. Essayer de partager un petit peu les problématiques et en même temps les bonnes pratiques. Donc là pour moi c'était très bien, rencontrer des gens, rencontrer les personnes de la Fédé. Là, je suis encore plus content de ce que j'ai entendu ce matin là, sur la première table ronde, parce que on voit que c'est quelque chose de très pertinent, on a de très bonnes idées. Et, oui, c'est plus que positif. Voilà. Et puis pour moi, c'est aussi l'occasion de rencontrer beaucoup plus de monde. On reste toujours axé sur notre club, on regarde, on essaie de faire avancer, on n'ouvre pas forcément les yeux sur tout ce qui se passe et on n'utilise peut-être pas forcément aussi tous les outils ou toutes les choses qu'on nous propose. Vous allez avoir l'heure du déjeuner dans quelques instants pour échanger. Jacques Joseph, ces états généraux territoriaux vous ont laissé un peu sceptique, vous ? Sceptique, non, mais j'ai bien du mal à m'inscrire en 2030. Pour diverses raisons. Alors, racontez-les-nous, rapidement.
Non, moi, je voudrais revenir. J'étais très satisfait d'ailleurs aussi de ce que j'ai entendu tout à l'heure sur la première table ronde, et notamment pour ce qui concernait les regroupements. Je suis à la fois partagé parce que je suis dans un regroupement, je suis dans une fédération qui s'appelle Fédération Espérance. Il y a la Fédération française de gym, mais au niveau local, il y a une Fédération Espérance qui a été créée en 1941 par le club de foot et qui s'est enrichi au fil des années de 28 associations sportives et culturelles. Il y a la poterie, le cinéma, aussi bien que le foot, le handball, le basket, etc. Et on est à un stade où je me dis que pour survivre dans le club, tant il est difficile d'avoir des dirigeants aptes, comme on l'a entendu tout à l'heure, face à tous les problèmes qu'on rencontre de gestion de personnel, on fait du DRH en permanence, mais aussi de trouver des sous, de pouvoir faire fonctionner la dynamique du club, de toujours mettre de l'humain dans notre association. Extrêmement difficile, nos budgets, malgré tout, grossissant, on est à 130, 140 000 euros de budget pour ce qui nous concerne à Chartres, de trouver un trésorier qui puisse assumer et en qui on puisse avoir confiance, de trouver une secrétaire qui puisse consacrer autant de temps et durablement à toutes les actions donc, qui se font dans le trésorier, club. secrétaire que vous partagez entre toutes et là, les je structures. pense qu'il va arriver un moment où peut-être il faudra se rassembler à plusieurs clubs du territoire pour trouver un comptable ou un trésorier ou quelqu'un qui puisse faire la gestion de 2 ou 3 clubs. Je ne sais pas si ça sera possible. Mais en même temps, j'entendais le raisonnement au sujet de Montpellier. En même temps, je me dis, avec mon exemple concret, que je suis en train de me barrer, mais très vite, de cette fédération qui comporte... Espérance, hein, pas la fédération de gym, attention. Fédération Espérance, oui. Dans cette fédération-là, je ne la quitterai jamais. Fédération de Espérance, qui compte 28 associations, je disais 14 qui ne sont pas subventionnées par la municipalité. On a une municipalité qui nous soutient fortement et qui aide 3 disciplines, le basket, le foot et la gymnastique, en finançant quasiment un emploi pour chacun d'entre nous. Mais ça crée des jaloux au sein de la même fédération. Donc nous sommes bien en concurrence, ça crée des jaloux, et notre président de Fédération Espérance, qui voudrait satisfaire tout le monde, souhaite que ces 3 emplois financés par la municipalité soient en fait partagés par 5 autres associations, donc en 8. Ce qui fait que, à terme, nous allons perdre 35 000 euros de subvention. Nous sommes une fédération Espérance, ce qui veut dire que chaque association est autonome, responsable de son emploi, responsable de son budget. Donc je peux très bien du jour au lendemain quitter cette fédération pour sauver mes emplois. Donc le regroupement, oui, mais pas à n'importe quel prix. Alors, comment il évolue le club vers 2030, Jacques Joseph? Ben, je dirais ça au mois de septembre. Alors, question J'ai cru licence. qu'il allait me dire ça en 2030. J'ai eu Je peur. dirais à quelle sauce on va être mangé au mois de septembre. Par Mais rapport niveau aux licence, nouveaux subventions. Au nombre de licences. Au niveau licence, on se maintient, je le disais tout à l'heure, on a diversifié. On était descendu à moins de 200. On est passé au-dessus de 300 depuis 2 ans. Donc on se maintient bien. Le club de demain, Olivier Mine, alors vous, il y a déjà eu fusion. Est-ce qu'on s'y penche déjà quand même dans un club comme le vôtre? Nous, on a déjà fait une belle avancée. Donc j'entendais tout à l'heure que la fusion, ça restait. Comme ça. Pardon. Donc j'entendais tout à l'heure que la fusion, c'était parfois quelque chose de compliqué. Donc pour nous, ça s'est relativement bien passé. On ne va pas dire que c'est simple, hein. C'est 3 ans de travail. C'est parfois des tensions aussi. Mais bon, on y est arrivé. J'ai trouvé que c'était une aventure humaine plus qu'intéressante. Toutes les problématiques que j'ai entendues de je trouve pas de trésorier, là du coup nous c'était on a plutôt mutualisé aussi la partie bénévole et du coup je dirais que c'était plutôt très positif. Voilà.
Donc bon, après on verra dans le temps. Hein. On a fait que la première partie, la plus grosse reste la structuration et puis continuer l'avancée. Et justement, il y a des projets qui sont déjà dans les cartons pour faire évoluer encore ce club. Oui, enfin les projets, oui, on continue. Donc pareil, comme mes collègues, on a des problèmes aussi au niveau de on va dire des structures pour trouver des zones pour s'entraider. Donc ça, moi, j'ai bénéficié quand même pas mal des présidents et du travail des présidents précédents. Il y a eu des salles petite enfance qui ont été créées, donc on en a bénéficié et on continue à se développer de ce côté-là. J'entendais travailler avec d'autres fédérations. Nous, par opportunité, on a travaillé pour la natation synchronisée qui essayait de faire de l'acrobatie pour faire les entrées dans l'eau. Donc on a fait des cours pour la natation synchronisée. On a fait des cours pour le rock acrobatique. On a fait des cours aussi de mémoire pour du hip-hop ou des choses comme ça. Enfin, alors, à chaque fois, c'était des opportunités, c'est pas forcément des choses qu'on a cherché à faire, donc à chaque fois, on répond. Mais c'est vrai qu'on a une vision, pour l'instant, où on aimerait bien se projeter sur la santé au travail, donc entre autres, se projeter sur les entreprises. Donc, aller développer notre activité aussi sur les entreprises, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Maintenant, c'est vrai qu'on est peut-être un petit peu bloqué par la partie juridique, toutes ces histoires de TVA, mais bon, apparemment, il y a peut-être des solutions, donc c'est plutôt encourageant. Il y a eu des pistes données ce matin. On va terminer sur le club version 2030 avec vous, Brigitte Caron, et sur cette vision du club de demain. Est-ce qu'elle est déjà présente dans votre tête? Est-ce qu'on travaille déjà le dossier vaillamment? On essaye. Alors, la baseline de la Fédé, c'est créons le mouvement. Nous, on essaye d'y rester dans le mouvement, pour le coup. Alors, 2030, oui, ça paraît loin parce que le quotidien, comme je disais tout à l'heure, est assez présent. Moi, ce qui m'importe, parce que je ne vais peut-être pas rester très longtemps non plus, il faut passer la main, c'est de passer en tout cas la main dans des bonnes conditions, en ayant anticipé certaines problématiques et en ayant créé des dynamiques et des filières, que ça soit au niveau des adhérents, comme des entraîneurs, donc des jeunes qui vont reprendre ensuite. Ça, pour nous, c'est vraiment une priorité. Nous, on travaille depuis plusieurs années sur des programmes à 4 ans, donc on s'est calqué sur le cycle olympique. Donc on est sur cette stratégie-là, qui inclut le haut niveau comme l'animation. On est aussi sur des réflexions concernant, parce qu'on est dans cette dimension justement de nombre d'adhérents, de structures plutôt limitées ou de peut-être difficultés à trouver des encadrants, en tout cas sur l'Île-de-France, qualifiés ou correspondant à nos valeurs, c'est de pouvoir peut-être modéliser les entraînements d'une façon différente, plutôt que d'avoir un entraîneur, un groupe, enfin voilà, essayer de réfléchir comment on pourrait, dans cet espace qui nous est alloué avec une structure qui est assez performante, je dirais, soit individualiser l'entraînement, mais en même temps aussi donner la possibilité à chacun, de façon transverse, de profiter d'entraîneurs différents sur des points différents. Voilà, donc ça c'est des réflexions. Et puis c'est de continuer évidemment à pouvoir accepter un peu plus d'adhérents pour qu'on puisse être pérenne. On travaille aussi beaucoup sur nous le financement de contrats aidés, même s'il y a une période où c'était plutôt plus la mode, il y a quand même des choses qui existent. Et quand on parlait tout à l'heure de communication ou d'aller démarcher des partenaires, où là, ça reste vraiment quand même une grosse difficulté. Nous, on travaille avec des services civiques depuis plus de 4 ans qui sont dédiés qu'à ça, d'aller faire du porte-à-porte et de nous soutenir dans l'événementiel qui permet de ramener un petit peu d'argent. Un petit peu d'argent. Merci beaucoup. Dernier mot, Damien? Juste, je ne voulais pas abuser du temps qui vous est imparti, parce que je pense que tout le monde... Ça mange juste sur votre déjeuner, hein. Voilà. C'est vous qui voyez. Bon, du coup, je vais m'attarder. Non, juste un mot pour vous dire merci, et puis aussi souligner l'intervention de Olbia, parce que c'est vrai que ça a contribué de manière très fructueuse à l'échange qui s'est noué dans ces états généraux. Donc un grand merci à vous, parce que vous avez fourni un travail d'une valeur exceptionnelle. Et merci aussi aux gens qui ont contribué à mettre en place ces états généraux, donc notamment la fédération. Et je voulais juste terminer sur 2 citations, parce que j'aime beaucoup les citations, et elles donnent beaucoup à réfléchir. La première, ce serait de dire que si on m'apprenait que le monde est mort demain, je planterais quand même un pommier. Parce que ça apporte l'optimisme dont on a besoin aujourd'hui, et envers et contre tout. Et la deuxième situation, mais vous la connaissez tous, c'est qu'on n'hérite pas de la terre de nos parents, mais on l'emprunte à nos enfants. Et
concrètement, c'est quelque chose qu'on doit avoir à l'esprit à chaque instant dans nos structures, dans nos associations, dans nos structures déconcentrées, à la fédération, et qui doit aussi nous conduire notre futur. Voilà, notre réflexion. Voilà. Merci beaucoup pour ce mot de la fin.